En route vers l'Elysée, deuxième partie avec Danielle Simonet. Bonsoir, merci d'être avec nous sur LCI et Frédéric Delpech ce soir, coordinatrice du parti de gauche. J'imagine que c'est quand même la grosse déception ce soir. Les cadres communistes hier ont dit non, notre candidat ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est un débat qui est interne au Parti communiste français. Ouais, mais donc, ça vous concerne au premier plan. Bien sûr. Donc c'est un débat qui traverse le Parti communiste français, qui a été tranché par le Conseil national du Parti communiste français. Les cadres. Voilà, les cadres, et qui va encore se poursuivre parmi les militants du Parti communiste français qui auront, d'ici fin novembre, à nouveau à se prononcer dans leur débat interne. Ça vous étonne, cette décision des cadres ? Ou c'est logique pour vous? Disons que ce qui est étonnant, c'est Pierre Laurent, le premier secrétaire national du Parti communiste, qui se retrouve désavoué. Parce que lui, il voulait Mélenchon. Voilà. En même temps, ce qui est vrai, c'est que dans la façon dont il abordait le débat, c'est difficile de convaincre les siens, finalement, quand on présente un cadre de façon quasi confus, puisque la proposition et le soutien de la candidature de Jean-Luc Mélenchon par M. Pierre Laurent était néanmoins suspendu également à l'issue des primaires du Parti socialiste. Bon, vous voulez dire qu'il n'était pas vraiment convaincu lui-même du soutien à Jean-Luc Mélenchon? C'est que ce soit l'hypothèse du soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon ou de l'hypothèse du soutien à une candidature communiste, ils ont aussi dans leur calendrier le souhait d'attendre ce qui va se passer à l'issue des primaires du Parti socialiste. Bon, c'est leur débat au cas où que je respecte et qu'ils ont... Au cas où se rallier au PS. Oui, il y a une hypothétique, par exemple, candidature d'Arnaud Montebourg. Bon, c'est leur débat dans le cadre de leur parti, dans le cadre de leurs instances souveraines. Je respecte cela. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous concernant la dynamique de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, que le parti de gauche soutient, et de la dynamique de la campagne beaucoup plus large de la France insoumise, qui est une campagne mouvement citoyen très, très différent, assez nouvelle, totalement nouvelle dans le paysage. Eh bien, l'essentiel est ailleurs, parce que cette dynamique-là, on l'a lancée dès le mois de février à travers la proposition de candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et la dynamique a déjà très fortement modifié la situation politique. Vous êtes en train de nous dire que les communistes, ça compte plus pour grand-chose, en gros. On est au-dessus de ça. Mélenchon, c'est beaucoup plus que les communistes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les communistes. Ouais, vous y mettez des pincettes, ça, on a compris. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut faire la distinction. Moi, je suis responsable du parti de gauche. Bon. Et pour autant, je fais une distinction entre les débats qu'il peut y avoir à l'intérieur des organisations politiques et puis la dynamique citoyenne politique qu'il peut y avoir dans une société. Et ce qui est intéressant à travers la campagne de la France insoumise, c'est qu'il y a une mobilisation face à la droite et l'extrême droite qui redonne de l'espoir et qui met en mouvement énormément d'hommes et de femmes, qu'ils aient des cartes ou pas de cartes à un parti politique. Et vous avez sur le terrain... Vous êtes en train de faire imploser le Parti communiste, quelque part, à votre corps défendant aussi bien, d'ailleurs. Nous, on fait une campagne... Mais quand on a connu le Parti communiste de Georges Marchais, même de Robert Rue, c'était quelque chose d'énorme. Maintenant, ils vont contre leur numéro 1 et ils sont profondément divisés. Jean-Luc Mélenchon a fait exploser le Parti communiste. Non, il y a un débat qui les traverse, à eux de continuer à l'avoir en leur sein. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a déjà beaucoup de communistes qui sont impliqués dans la dynamique de la France insoumise. Qui vous rejoignent, qui vous écrivent, qui vous téléphonent, qui vous disent « un candidat du parti, ça ne m'intéresse pas ». C'est surtout attendre ce qu'il se passe à ces primaires du Parti socialiste. Ils ne peuvent pas se retrouver à travers un Arnaud Montebourg. Et puis surtout, ils voient bien que celui qui a fait 4 millions de voix en 2012 à travers le programme L'Humain d'abord, et qui, dans la dynamique de la France insoumise, ouvre les portes, les fenêtres et permet à ce qu'il y ait une dynamique très large. Vous avez beaucoup de syndicalistes, de lanceurs d'alerte, de citoyens localement qui s'impliquent. Oui. Prenons un exemple concret. Si finalement les militants communistes décident qu'il y aura une candidature autonome du Parti communiste, est-ce que vous craignez, par exemple, André Chassaigne, qui est le président du groupe communiste à l'Assemblée, qui se verrait bien ce candidat autonome du PC? Mais mécaniquement, ça vous retirerait quoi, 2,5%? Écoutez, vous savez, je ne sais pas du tout de quelle hypothèse nous parlons aujourd'hui. Parce que l'hypothèse de la candidature, par exemple, d'André Chassaigne peut être aussi une hypothèse qui va attendre l'éventualité que M. Arnaud Montebourg sorte de la primaire. Bon, je veux dire, ça, c'est une autre... c'est un débat qui les concerne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dynamique qu'on enclenche, nous, elle retisse de l'espoir. Parce que les hommes et les femmes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils veulent? Donc c'est la fin des partis politiques, en fait. C'est pas forcément la fin des partis politiques. C'est la fin d'une vie politique qui s'arrête à la vie des partis politiques.
la dynamique de la France insoumise est bien plus large, bien plus importante. Et fort heureusement, parce que vous imaginez en ce moment, vous avez la droite et l'extrême droite. Regardez le débat des 7 affreux candidats, les Républicains qui sont dans une course de vitesse à celui qui sera le plus libéral, le plus réactionnaire. Il y a quand même le PS entre les deux. D'accord, ils sont totalement inaudibles. Heureusement que la candidature de Jean-Luc Mélenchon est celle qui incarne l'ensemble des colères, mais en même temps des aspirations, un espoir de changement. Les socialistes ne représentent plus rien ? Écoutez, les socialistes, ils représentent tout ce bilan du quinquennat que nous combattons. Et la candidature de Jean-Luc Mélenchon, quand elle propose l'abrogation de la loi travail, quand elle propose d'inscrire la règle verte dans la Constitution, quand elle propose de convoquer l'Assemblée constituante pour enfin changer les règles du jeu, elle change complètement l'aspiration à que les élections de 2017 se réduisent pas à un duel deuxième tour entre la droite et l'extrême droite. Non, la possibilité pour que les citoyens changent complètement la destinée même historique de la France. Donc Daniel Simonet, il y a une dimension historique qui est en train de se créer, qui redonne de l'espoir. Vous avez entendu ce qu'a dit Arnaud Montebourg. Il dit en gros, avec la candidature Mélenchon, ça veut dire pas de gauche au deuxième tour et ça veut dire la droite face à l'extrême droite. Écoutez-le tout à l'heure au grand jury RTL Le Figaro LCI, on va le retrouver. Cet argument-là, est-ce que vous l'entendez ou il vous fait rire? Non, il me fait rire parce que Monsieur Arnaud Montebourg, mais comme les candidats dits critiques du Parti socialiste, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une candidature commune. Bon. Et finalement, il va y avoir des primaires. Oui, mais du coup, en rentrant dans les primaires en ordre dispersé... Alors attendez, on l'écoute et puis on écoute votre réaction, on l'a retrouvée. Chaque parti s'autodétermine librement et par délicatesse, je m'abstiendrai de tout commentaire sur ont-ils raison, ont-ils tort, quel est leur choix, c'est à eux de s'exprimer. J'ai beaucoup d'estime pour Jean-Luc Mélenchon, son intellect. Vous avez dit sa trop vision, radical. Sa vision républicaine. Je considère qu'il s'est engagé dans un processus d'ultra-radicalité qui a conduit à son isolement. Le 21 avril est une leçon qu'il faut savoir tirer. Nous risquons d'avoir un 21 avril puissance 10. Vous savez, les millions de Français qui ont voté François Hollande, ils ne se sont pas évaporés. Ils sont en colère, ils boudent. Et eux sont disponibles pour éviter d'avoir à arbitrer les élégances entre la famille Le Pen et le candidat qui sera désigné par la primaire de la droite. Daniel Simonet, 21 avril, puissance 10. C'est la menace brandie par Arnaud Montebourg aujourd'hui à cause de la dispersion des voix à gauche et de nombreuses listes, dont celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, mais c'est pas du tout ça en fait. La situation. Même, hein. Non, s'il y a Mélenchon plus un PS, malheureusement, ça passera pas. Qu'est-ce qui a fait monter le Front National dans ce pays? C'est quand, à un moment donné, des hommes et des femmes accèdent au pouvoir. Donc je parle de François Hollande, je parle du gouvernement Manuel Valls, de M. Montebourg qui a joué un rôle déterminant. Oui, mais attendez, n'oublions pas que c'est M. Montebourg qui a joué un rôle déterminant pour faire venir M. Manuel Valls dans ce gouvernement. Et ces gens-là ont totalement désespéré le peuple, ont carrément remis en cause le sens même du mot gauche en faisant une politique libérale pire que celle de Nicolas Sarkozy. Mais vous ne les ferez pas changer aujourd'hui? Non, mais par contre, je peux vous dire que les citoyennes et les citoyens, ce qu'ils veulent, c'est du changement radical pour pouvoir se dire on peut avoir confiance dans la politique. Et donc, c'est pas avec le programme de M. Montebourg qui dit quoi? Qui dit, je ne convoquerai pas d'assemblée constituante, puisqu'il veut revenir au septennat en guise de 6e République. Qui dit, il n'y aura pas d'augmentation du SMIC, je vais essayer de négocier dans le cadre de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il s'enferme déjà dans le diktat de Bruxelles. Et sur les questions écologiques, il est toujours pro-gaz de schiste. Ce n'est pas avec des personnalités comme ça que vous allez changer les choses. Et moi qui suis femme, quand je vois M. Calfon derrière M. Montebourg à chaque fois, après les déclarations qu'il a pu faire, écoutez, on ne peut pas être représenté en termes d'espoir par ces personnes-là. Qu'est-ce que vous reprochez à M. Calfon M. Calfon, vous avez vu ces déclarations où il disait, excusez-moi, je n'ai pas la phrase précise en tête, mais finalement que M. Montebourg était en capacité de convaincre les femmes et qu'il allait pouvoir, y compris leur... Il parlait sur un plan physique. Oui, voilà, exactement, mais aussi en faisant croire que le rêve des femmes, en fait, c'est aussi d'avoir accès à leur maison Phoenix, d'être enfermée. Enfin, il y avait une conception complètement rétrograde de la femme et qui est complètement dépassé, quoi. Voilà, on sait que demain on va avoir une belle mobilisation symbolique assez forte par les réseaux sociaux et que je salue, qui est mis en place sous le modèle de l'Islande en se disant, voilà, les femmes, nous subissons
des inégalités salariales telles qu'à partir de 16h34... Elles sont plus séduites par Jean-Luc Mélenchon les femmes que par Arnaud Montebourg. Monsieur Jean-Luc Mélenchon défend un vrai programme féministe, oui, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous faites quand même, question, si vous vous retrouvez au deuxième tour, Alain Juppé face à Marine Le Pen? Il fait quoi, le parti de gauche? Et est-ce que vous croyez il va à la pêche ou il appelle à voter Juppé? Moi, c'est une hypothèse et je vous pose la question. Eh bien, moi, je vous la retourne par une autre question. J'ai confiance sur la capacité qu'on peut avoir de chambouler justement ce scénario qu'on veut nous imposer. Mais vous avez vu que même Nicolas Sarkozy dit « je voterai Hollande si par hasard c'est Hollande ». Eh bien, le vote nécessaire qui peut nous empêcher ce scénario-là, c'est la dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Non, je ne réponds pas à la question parce que justement, toute la dynamique qu'on crée, et on est sur le terrain quotidiennement. Vous avez des caravanes de la France insoumise, vous avez des citoyens qui viennent, pour poser la question différemment, pour changer poser la question différemment, Daniel Simonet. Si c'est un deuxième tour, François Hollande, Marine Le Pen, là vous appelez quand même à voter pour le candidat socialiste. Mais vous me parlez de scénarios qui n'auront jamais lieu. Ouais. Ce scénario, vous savez très bien qu'il n'aura pas lieu. C'est vous-même qui dites que rien n'est écrit encore. Moi, je vous pose la question. Et si on était capable de créer un scénario qui soit M. Jean-Luc Mélenchon présent au deuxième tour? Eh bien, ce scénario, on arrête de nous rire au nez quand on l'aborde. Parce que, vous pensez qu'il sera troisième, parce que, y compris un certain nombre d'éditorialistes... Est-ce que vous pensez que mécaniquement, déjà, il est devant le candidat socialiste? Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, les éditorialistes ne rigolent plus quand nous abordons l'hypothèse de sa présence au deuxième tour. Pourquoi vous dites que mécaniquement, il est devant le candidat socialiste? Écoutez, c'est ce que nous ressentons sur le terrain, et un certain nombre de sondages sont en train non pas de refléter cette réalité-là, parce que moi je suis très prudente sur les sondages, mais sont quelque part même en train de la construire en l'installant. Je pense qu'il y a dans ce pays... La primaire socialiste est en janvier, hein, il y a encore plus de 2 mois. Et vous avez vu le peu de temps qu'il y a entre l'issue de la primaire et la campagne. Et nous sommes en mobilisation depuis le mois de février dernier. On va vous voir d'ailleurs. Un mouvement citoyen. Regardez cet extrait où vous montez sur scène, je pense qu'on l'a, et on va vous écouter. C'est effectivement de la politique autrement. Regardez. Exactement. 2 minutes. 2 minutes. Moi, Daniel Simonet, j'ai 2 minutes seulement pour présenter ce vœu. Ah non mais, ça va pas le faire, hein. 2 minutes. Ah non mais... Non mais attendez, c'est ça la politique autrement? Exactement, faut oser casser les codes. Ah, vous y allez là? Ah, mais complètement. Moi, j'ai toujours été partisane justement de réfléchir à des nouvelles formes de militantisme politique. Le but là, c'est quoi? C'est une conférence gesticulée, et pendant 1h15, eh bien, je suis seule en scène. Et j'aborde avec humour, avec émotion, avec des anecdotes extrêmement concrètes. C'est un côté théâtre un peu. Ah, complètement, oui, tout à fait, je l'assume. C'est la ligue d'improvisation? Alors, c'est très, très travaillé, hein, par ailleurs. Et justement, la bataille, les 2 thèmes qu'il y a dans ce spectacle, c'est à la fois l'ubérisation, qui est en train, dans notre société, d'imposer un modèle du travailleur sans droit pour le profit de grandes multinationales type Uber, qui sont des pros dans l'évasion fiscale et qui ont des VRP en France, comme Monsieur Macron, par exemple. Et bien voilà, il faut absolument sensibiliser contre cela, puis il y a un fil féministe clairement assumé. On voit qu'il y a un fond politique, mais c'est vrai que vous êtes un peu une spécialiste. Hein. Vous postez aussi beaucoup de vidéos sur YouTube. Par exemple, on vous voit dans un supermarché en train d'attaquer Lactalis en montrant une bouteille de lait. Est-ce que vous voulez dire par là que finalement les politiques sont plus tellement audibles aujourd'hui et qu'il faut toucher le public d'une autre façon? Oui, et puis il faut assumer de mener une bataille culturelle. Et finalement, je trouve qu'on est beaucoup plus convaincant pour aborder des questions sérieuses quand on ne se prend pas soi-même au sérieux. Voilà. Et je trouve que la bataille culturelle, elle se mène aussi en créant de la contre-culture. Et à travers les vidéos que je fais, j'encourage aussi tout le monde à en faire de même. Nous pouvons être aussi notre propre média. Regardez, M. Mélenchon, sur sa chaîne YouTube, un nombre d'abonnés considérable. C'est ça la politique du 21e siècle? C'est fini, les partis, les costumes, les cravates, les meetings Alors, écoutez, je pense qu'on va continuer toujours à faire des meetings, on continuera toujours à coller des affiches, à distribuer des tracts et à faire du porte-à-porte, mais on peut aussi développer les méthodes de l'éducation populaire
et développer des méthodes de l'agit-prop et mettre de l'humour, parce que l'humour est beaucoup plus fort pour contester le système. Simone, prenons un exemple concret. On a vu, il y a eu ce cas très précis de Nuit debout, l'occupation de la place de la République pendant des semaines et des semaines, avec effectivement beaucoup de prises de parole, c'était plutôt une ambiance sympathique. Et au final, qu'est-ce qu'il en est resté? Pas grand-chose, il n'y a pas eu de débouché politique, réellement. Ça, c'est ce que vous croyez, le débouché politique, il est en train de se construire avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez eu pendant une mobilisation tous les gens qui étaient historique... Place de la République n'étaient pas des supporters de Jean-Luc Mélenchon, quand même. Bien sûr que non. Mais à travers une mobilisation historique, à la fois sociale et citoyenne, eh bien, 70% des Françaises et des Français ont exprimé leur refus de cette casse du Code du travail. Donc c'est une résistance au rouleau compresseur libéral qui est extrêmement forte. Alors évidemment, elle n'a pas gagné dans l'immédiateté, puisque finalement, ce gouvernement, coûte que coûte, est allé imposer cette loi à coup de 49.3. C'est le gouvernement qui a gagné sur la loi Le gouvernement, juridiquement, bien sûr, a gagné. Vous allez voir, on est déjà en train de subir, dans un certain nombre d'entreprises, les conséquences terribles. Et à la fin du premier trimestre 2017, vous allez voir le nombre de petites entreprises qui vont se retrouver à profiter des dispositions de la loi travail pour organiser des licenciements. Et vous avez une criminalisation des syndicalistes dans les entreprises qui est catastrophique. Mais d'un point de vue de la bataille culturelle, 70% des hommes et des femmes de ce pays ont résisté. On dit, mais ça, on ne veut pas de cette société-là, où on est considérés comme des travailleurs jetables, où on nous casse un siècle d'acquis sur nos droits. Et donc, il y a une mobilisation qui doit se continuer et qui prend différentes formes. Et à travers mes façons de faire de la politique, et vous avez bien d'autres et qui commencent à développer aussi d'autres formes. L'agit-pop, comme vous avez dit. Oui, voilà, exactement, on continue. Ça a des accents années 60-70. Oui, mais à l'aune d'aujourd'hui, à l'aune de youtubeurs, à l'aune des réseaux sociaux, voilà, avec les nouvelles formes d'aujourd'hui. Danielle Simonet, vous êtes également conseillère de Paris. Cette semaine devrait être votée coup sur coup la privatisation des verbalisations du stationnement, donc fait par des sociétés privées, et puis un certain nombre de dimanches travaillés dans les commerces. Réaction là-dessus? Alors, réaction là-dessus. J'ai posté justement une vidéo ce matin pour dire justement que les grasses matinées, eh bien, du dimanche, il faut nous les préserver. Il faut aller à la messe aussi? Alors là, chacun vit sa vie là-dessus. Vous savez, moi, je suis extrêmement laïque. Donc, pour moi, il y a une séparation totale entre la sphère privée et la sphère publique. Chacun c'est... Parce que c'est le jour du Seigneur, là, tel que vous nous le dépeignez. Eh bien, écoutez, non, le dimanche... il faut respecter les temps d'harmonisation harmonisation des temps sociaux. Voilà. Il y a déjà un certain nombre de femmes qui sont obligées de travailler le dimanche. Avec la loi Macron que à laquelle Madame Hidalgo s'opposait, mais qu'elle décide finalement d'appliquer à 100%, c'est 12 dimanches de plus qui vont être ouverts au niveau des magasins, et c'est surtout les grandes enseignes qui vont y aller à fond. C'est déjà le cas dans un certain nombre de magasins à Paris. C'est déjà le cas sur les zones, dans les zones de tourisme international, et vous avez déjà des grandes enseignes qui ne respectent pas la loi. Les femmes sont majoritairement dans le commerce de d'Anne Hidalgo, vous diriez quoi? Mais complet, je veux dire, c'est hallucinant. Madame Hidalgo se présentait comme quelqu'un d'opposé à la loi Macron, et maintenant qu'elle a gagné la bataille pour récupérer la compétence municipale par rapport à la préfecture de police pour décider du nombre de dimanches, elle applique le maximum de la loi Macron, à savoir 12 dimanches, en inversant complètement l'argumentaire. Elle disait il y a un an, pour préserver la diversité du petit commerce, il ne faut pas étendre le travail dominical, parce qu'à un moment donné, c'est les grandes enseignes qui vont en profiter, et on va avoir une uniformisation de Paris, comme toutes les autres capitales du monde, avec exactement les mêmes marques que vous voyez partout. Et finalement, elle utilise l'argument inverse pour dire, ah ben non, pour préserver le petit commerce, il faut ouvrir le maximum de dimanches. Mais c'est une catastrophe au niveau social. Et puis en plus, c'est une course de vitesse au consumérisme. Pour les impératifs écologiques, c'est une folie. Tout ça pour un intérêt économique nul. Parce que quand vous n'avez pas d'augmentation du pouvoir d'achat et des feuilles de paye, vous ne dépensez pas plus si un jour... Elle n'est pas à gauche, Anne Hidalgo, alors finalement. Mais Madame Hidalgo, vous savez, elle est très forte quand même en communication. Donc elle a fait croire qu'elle était une frondeuse, et puis finalement, vous voyez l'autre face, une politique qui accompagne complètement la dérive libérale de l'ensemble du PS et du gouvernement. À propos d'écologie, fermeture des voies sur berge, restreignement à une voie d'un certain nombre de voies pour traverser Paris, embouteillage permanent, les automobilistes râlent, vous êtes d'accord? Là, par contre, je suis d'accord. Pourquoi? On a un enjeu de santé publique. La lutte contre la pollution atmosphérique doit être vraiment une cause à laquelle toutes et tous doivent être extrêmement attachés. Alors évidemment, vous avez vu les bouchons dans Paris en ce moment? C'est extrêmement compliqué, et je sais que ça
pourrit la vie, surtout de celles et ceux qui ont bien souvent pas le choix pour aller de leur domicile à leur lieu de travail que de prendre la voiture. Donc le problème est plutôt l'absence totale d'appréhension de l'aménagement du territoire de manière plus globale. Aujourd'hui, on a un aménagement du territoire aberrant où vous avez tous les moyens qui sont mis sur la grande métropole. Et puis, par contre, on éloigne de plus en plus celles et ceux qui ont besoin de travailler, qui n'ont pas les moyens financiers. Mais en fait, ça fait des années que l'aménagement du territoire fait que quand vous avez peu de moyens financiers, vous habitez extrêmement loin du centre. D'accord ? Et que votre distance du domicile à vos lieux de travail est de plus en plus long, sans que les transports en commun ne vous permettent d'avoir accès à votre droit à la mobilité. Et résultat, donc on est allé trop vite en fermant les voies sur berge et en restreignant. Je ne pense pas qu'on est allé trop vite parce que ça fait au contraire des années qu'on traîne sur la prise en compte de l'urgence écologique. Et l'information vous avez des morts à cause de la santé publique. Vous avez des morts à cause de la santé publique. Mais l'information, n'est pas assez suffisante. Et surtout, la conception on ne repense pas l'ensemble de l'aménagement du territoire. On a toujours des ghettos de riches. On dit, les riches, vous allez habiter ici. Ceux qui ont peu les moyens, vous habitez là. Et peu importe que les moyens soient concentrés et qu'il y ait des distances de travail très longues. Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche. Merci beaucoup.